Merci. Je vais foncer, peut-être juste en spécifiant d'emblée que je parle de musique, mais pas juste de musique, là, juste pour pas décevoir personne. Donc, catapulté vers des sommets de popularité dès sa sortie à l'été 2016, la série Stranger Things se pose comme un objet culturel à la fois sériel et unique, dans une certaine mesure, en tout cas pour le moins. Sériel par sa forme, bon, on est dans la logique télé-sérielle d'emblée, mais aussi par son inscription dans la logique contemporaine du recyclage culturel et de la récupération intertextuelle. Un tant soit peu unique, par ailleurs, par son utilisation de la nostalgie et de la rétromanie comme principal vecteur narratif. Donc, c'est pas dire qu'il n'y a pas d'autres émissions qui sont nostalgiques, bien sûr, mais c'est de dire que dans Stranger Things, il y a peut-être une utilisation un tant soit peu novatrice de la nostalgie. Jean-Laurent Casselli affirme d'ailleurs que, je le cite, « C'est moins une série qu'un répertoire des options visuelles du registre organisées en succession de scènes qui font avancer le récit ». Les innombrables références intertextuelles offertes par cette série ont d'ailleurs tôt fait d'être répertoriées et décortiquées, et ce, assez rapidement, à l'été 2016. Mais au-delà du plaisir référentiel offert, force est de constater que cette série s'inscrit effectivement dans une logique narrative fondée sur la nostalgie. Je pense que j'apprends rien à personne ici. Elle participe aussi à construire un paysage médiatique fondé sur la rétromanie. On a déjà parlé beaucoup de rétromanie hier. Je vais poursuivre un peu en citant à souhait Simon Reynolds dans ce qui suit. Donc, entre les gaufres égaux, les déguisements de Ghostbusters, les walkie-talkies de la taille d'une cafetière, les maisons au décor daté, la série semble résolue à nous plonger, nous, le spectateur, dans un rapport spécifique avec la décennie des années 80. Pour plusieurs critiques, la technologie joue un rôle majeur dans ce rapport. Grafton Tanner propose même que Stranger Things ne porte pas sur les gens, les conspirations gouvernementales ou sur les monstres, peu importe ce qu'en dit le synopsis. La série porte plutôt sur les médias analogiques et sur la banalité des années 80. Les objets datés, que ce soit les téléphones, télévisions, walkie-talkies, meubles, modes et jouets, peuplent la mise en scène, menaçant d'éclipser les acteurs eux-mêmes. Les images du passé volent la vedette. Dans ce qui suit, donc, je vais me proposer d'explorer les manifestations de la nostalgie et de la rétromanie au sein des deux saisons de Stranger Things, mais peut-être en m'attardant quand même pas mal plus sur la première. Et je vais m'arrêter plus particulièrement sur la trame musicale qui est mise de l'avant dans la série. Je vais développer un peu avant sur les notions de nostalgie, de rétromanie et d'anthologie. Puis l'idée, évidemment, du moins je l'espère, ça va être de voir comment la série des frères Duffer forme une forme de fictionnalisation nostalgique fondée sur des références musicales et anthologiques. Donc, je me lance. La télévision entretient des liens étroits avec la nostalgie, bon, depuis plusieurs décennies. J'ai quelques exemples en haut, mais ils ne sont absolument pas exhaustifs. On voit communément dans le paysage télévisuel des émissions dédiées à l'exploration d'époques antérieures. J'ai en exemple la sitcom Happy Days, qui dans les années 70 et 80 nous ramenait dans les années 50 et 60. À la fin des années 80, on a vu The Wonder Years, qui proposait un regard similaire avec un écart de temps assez intéressant. C'est assez intéressant de noter qu'il est similaire, cet écart. Peut-être une petite dimension un peu plus critique dans Wonder Years. Il y a Mad Men aussi, qui nous ramène dans le New York des années 60, bon, avec quelques chocs culturels très intéressants. Alors, les tendances culturelles sont bien ancrées dans la nostalgie, au point où il est opportun d'y voir un lien avec les changements technologiques et sociaux qui bouleversent plusieurs présupposés. Donc là, on rentre vraiment dans la fonction peut-être sociale, culturelle de la nostalgie. Daniel Marcus note bien comment les souvenirs du passé prennent forme à partir des besoins et des pressions actuelles. La nostalgie prospère lorsque la stabilité de l'identité est mise au défi par un changement social brusque, la discontinuité et le bouleversement. Dans Retromania, Simon Reynolds abonde dans le même sens, affirmant au passage que la nostalgie pour le passé s'est intensifiée notamment parce que le monde est de plus en plus changeant. Bien sûr, les discours culturels fondés sur la nostalgie ne versent pas nécessairement dans l'idée fantasmatique d'un passé idyllique là, qui serait devenu inaccessible. Ou du moins, il ne s'agit pas toujours de montrer comment tout était donc bien mieux avant. On peut citer de nombreux discours culturels qui se limitent à effectuer des parallèles entre un maintenant et un passé pas trop lointain. Puisque je vais parler évidemment des années 80 ici, on peut d'emblée citer un exemple qui est loin d'être un grand film, mais bon, un film comme The Wedding Singer, tu sais, qui prétend à rien de plus que de lancer des gags émanant de ce genre de parallèle entre un maintenant et un passé pas si lointain. Datant de la fin des années 90, ce film semble en quelque sorte inaugurer la fascination pour les années 80 qui perdure encore aujourd'hui, mais sauf qu'on pourrait même voir dans cette fascination des années 80 émerger
dans les années 80 avec un film comme le deuxième Back to the Future, le fameux café 80s dans lequel Marty va en 2015. Doc dit c'est une de ces places rétro, mais c'est plus ou moins bien réussi. Donc on a comme cette espèce de nostalgie anticipée pour les années 80 dans les années 80. Dans une entrevue en ligne avec la revue Inverse, Simon Reynolds va jusqu'à suggérer que les années 80 font désormais partie, lui dit pérenne, je trouve le mot bien choisi, là, intégrante de la culture rétro. En somme, ce genre de discours culturel participe à ce que Svetlana Boym qualifie de nostalgie réflexive. Elle a écrit un bouquin vraiment fascinant qui s'appelle The Future of Nostalgia, dans lequel elle distingue effectivement deux types de nostalgie. La nostalgie la nostalgie réflexive, qu'elle oppose à la nostalgie restaurative. Axée sur la notion fantasmée d'un ordre préexistant qu'il importerait de restaurer, je cite Boym, la nostalgie restaurative s'articule sur deux trames narratives, la restauration des origines et la théorie conspirationniste, caractéristiques tous les deux des cas les plus extrêmes de nationalisme contemporain fondés sur une culture populaire de droite. Bien qu'elle puisse émaner de la réception de certains discours pop culturels à saveur nostalgique, la nostalgie restaurative ne se trouve que très rarement gravée dans les produits pop culturels. Elle est plutôt, en tout cas, moi, je vais ajouter une petite tranche de vie ici, je la trouve plutôt souvent, cette nostalgie restaurative, reléguée aux médias sociaux numériques. Puis bon, je vais faire ce que je ne pensais jamais faire, citer Éric Duhem dans dans une conférence. Ce grand Éric qui, il n'y a pas si longtemps... se pouvait plus devant la disparition des bûches de Noël, qui sont désormais des bûches des fêtes. Évidemment, ça lui échappe que ça date des années 70, ce changement. Mais bon, c'est très lyrique de la part de Duhem, parce qu'il dit même que le Québec disparaît un mot à la fois. Bon, j'avais trouvé ça assez spécial. Mais Duhem est intéressant ici parce que, comme Boym le précise, la nostalgie restaurative prend son rôle avec le plus grand des sérieux. Je pense qu'on peut dire ça de Éric. La nostalgie réflexive, par ailleurs, peut verser dans l'ironie et l'humour. Au final, la nostalgie restaurative évoque le passé et le futur de la nation. La nostalgie réflexive porte plutôt sur la mémoire individuelle et culturelle. Autrement formulé, les deux types de nostalgie portent respectivement sur la nation et sur la culture. Le constat selon lequel la culture des 2 dernières décennies est pleinement ancrée dans la logique de la nostalgie sous-entend certes que les deux types de nostalgie peuvent être opérants. Ceci dit, il me semble aisé de postuler ce que Simon Reynolds qualifie de rétromanie verse plutôt dans la sphère de la nostalgie réflexive. Dans l'ouvrage du même nom, Reynolds définit la rétromanie comme le phénomène culturel à travers lequel la culture populaire contemporaine demeure obsédée par les artefacts associés à son passé récent. Il note à cet effet que l'obsession actuelle pour un passé immédiat est plutôt inusitée. Cette rétromanie est, selon lui, je le cite, devenue une force dominante au sein de notre culture, si bien qu'il semblerait que nous ayons atteint un point tournant. Denis en parlait hier. On peut se demander si la nostalgie empêche notre culture d'avancer ou si nous sommes nostalgiques précisément parce que notre culture a cessé d'avancer, de sorte que nous sommes contraints de regarder vers un passé plus mémorable et dynamique. Semblant confirmer que la rétromanie résulte d'une nostalgie réflexive, Reynolds propose 4 éléments participant à la rétromanie. D'une part, elle est toujours axée sur un passé relativement récent. Ensuite, elle implique une archive précise et disponible qui permet une exactitude du souvenir. Troisièmement, elle implique généralement les artefacts de la culture populaire par rapport à ce qu'on pourrait appeler le highbrow culture. Et finalement, elle cherche à être charmée ou amusée par le passé plutôt que de l'idéaliser ou le sentimentaliser. On peut d'emblée constater que ces 4 éléments derrière la rétromanie sont pleinement opérants dans Stranger Things, puisque, bon, d'emblée, la série est obsédée par l'esthétique visuelle et sonore des années 80, qu'elle représente ensuite de façon particulièrement précise, notamment par la présence d'objets et d'archives. Ensuite, troisièmement, la culture des années 80 transcende la trame narrative et visuelle, comme on va s'y attarder sous peu. Et finalement, il va sans dire que la série vise à nous divertir en nous plongeant dans cette époque mythique des années 80. Dans les mots toujours de Jean-Laurent Casselli, Stranger Things est une nouvelle création qui déploie à l'infini la grammaire des œuvres de pop culture dont elle s'inspire, dans la tentative explicite de replonger une audience générationnelle dans les œuvres avec lesquelles sa sensibilité s'est construite. On pourrait par ailleurs arguer que cette série ne s'attarde pas uniquement
aux gens ayant grandi dans les années 80, quoique moi qui ai grandi dans les années 80, c'est si vous me cherchez. Mais bon, j'y reviendrai tantôt. Comme je l'ai mentionné en début de parcours, les références culturelles largement présentes dans la série ont au fait d'être extensivement répertoriées lors de sa sortie. Donc, je ne vais pas trop revenir sur cette question. Je préférerais aborder ici la trame sonore de Stranger Things. Car les références musicales, qui fonctionnent à la fois sur le mode d'une récupération de chansons connues, mais aussi sur le mode de référence à des ambiances musicales précises, tout ça participe, selon moi, à la rétromanie fulgurante présente dans cette série. D'un côté, donc, le choix de pièces musicales populaires, connues et iconiques vient appuyer cette rétromanie de façon évidente. On peut le remarquer dès le premier épisode, on a déjà la présence de 2 pièces de Jefferson Airplane qui pavent un peu la voie pour ce qui va suivre en termes musicaux. Vers la fin de ce même premier épisode, on a la présence diégétique de la ballade Africa de Toto qui vient clairement... Ouais, moi, quand j'avais entendu ça, j'étais comme « ouais! Donc, on a vraiment clairement l'effet rétro recherché. On nous replonge en définitive dans le contexte musical de la première moitié des années 80. La chanson se fait entendre dans une scène qui est elle-même fortement typée, alors que la studieuse Nancy se prépare pour un examen et que Steve, le jeune mâle alpha, fait de son mieux pour la draguer. Elle est particulièrement cliché, cette séquence. On a le jock qui tente de dévergonder la jeune fille sage. Bon, ça fait partie intégrante du programme narratif du film d'horreur, de suspense, tel qu'il émerge beaucoup dans les années 80 d'ailleurs, peut-être fin des années 70. Alors, la présence d'une ballade aussi iconique vient polariser l'ambiance qui vacille entre le suspense typique au genre et l'interlude romantique entre ces 2 adolescents. À la fin du 2e épisode, alors que Steve et Nancy sont isolés dans une chambre pendant que Barb se fait enlever par le monstre, c'est la reprise de A Hazy Shade of Winter par les Bangles qui se fait entendre, clôturant ainsi l'épisode. Alors là, on a une chanson reprise qui date de 87 et qui est donc en anachronie avec l'épisode qui date de... pas qui date, mais qui se passe en 83. Sauf que c'est un choix de chanson qui demeure intéressant puisqu'elle est elle-même une reprise d'une chanson, de Simon & Garfunkel. Alors, on a une rétromanie musicale qui semble faire un clin d'œil ici à la rétromanie de l'époque. C'est-à-dire qu'on est dans les années 2010, on regarde les années 80, qui, eux, regardent les années 60. Lorsque l'épisode suivant reprend, c'est sur la chanson « I've been waiting for a girl like you » de Foreigner que se poursuit ce montage alterné entre Steve et Nancy et le sort funeste de Barb dans le fameux « Upside Down ». Ainsi, les premiers moments du couple semblent surtout marqués par des ballades très typiques des années 80 qui viennent du coup participer à la nostalgie engendrée par cette rétromanie musicale. Ça se poursuit d'ailleurs alors qu'un triangle amoureux vient se dessiner parce qu'on a la présence évidemment de Jonathan Byers qui va venir troubler le couple de Steve et Nancy. Ce qui mène au début de, je pense, le 6e épisode, Steve qui va venir épier Nancy. Puis là, on a Sunglasses at Night de Corey Hart qui se fait entendre, qui est d'ailleurs un choix musical vraiment judicieux puisque le propos de la chanson est en parfaite synchronie avec les événements. Vers la fin de la première saison, on a Steve et Jonathan qui s'en remettent au point. Puis là, on a la pièce Exit de Tangerine Dream qui se fait entendre. Puis ça, c'est loin d'être trivial. La présence de Tangerine Dream dans la trame sonore me permet d'ailleurs de changer de registre et d'explorer l'autre facette de la rétromanie musicale à l'œuvre dans Stranger Things. Alors, je fais un peu de coq à l'âne pour parler un peu de anthologie. Donc, toujours dans son livre sur la rétromanie, Simon Reynolds développe le concept d'anthologie qui était initialement développé par Derrida dans le but de décrire la présence persistante d'un passé qui hante le présent. Derrida utilise la figure du spectre, qui est à la fois être et non-être, présent et absent, pour aborder la persistance des idées de Marx bien au-delà du communisme. Le concept est rapidement récupéré dans de nombreux domaines académiques, toujours dans le but d'aborder les questions de la mémoire et de la ruine. La hantologie est directement liée à la persistance de vestiges du passé, et donc à la nostalgie et à la rétromanie. Citant le catalogue de l'exposition Haunted au musée Guggenheim, Reynolds note comment, je le cite, ou plutôt je le cite, qui cite, une part importante de l'art contemporain semble hantée par des apparitions qui reprennent vie au sein de reproductions. En utilisant des dispositifs stylistiques, des sujets et des technologies datées, ce type d'art concrétise un désir pour un passé autrement irrécupérable. La rétromanie repose donc largement sur la notion d'anthologie. Dans cette perspective, il est intéressant de relire la critique de Caselli, qui affirme que les réminiscences visuelles dans Stranger Things sont soutenues par une bande-son de tubes de l'époque, utilisant le pouvoir de la musique pour nous piéger dans l'état émotionnel recherché.
Le critique n'aborde ici que les chansons qui se retrouvent dans la série, mais la bande-son originale demeure en reste et pourtant, elle s'avère autrement fascinante à la lumière des idées avancées par Reynolds. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Reynolds, lui, il étudie l'anthologie avant tout dans ses manifestations musicales. On a un long chapitre vers la fin du livre qui porte là-dessus. Pour lui, le passé refait surface dans la musique anthologique par le biais de l'échantillonnage, mais aussi par le biais de l'utilisation d'instruments électroniques analogiques qui produisent une sonorité qui est imparfaite et qui est surtout difficilement reproductible par la technologie numérique. Alors, on a comme cette espèce d'opposition entre l'esthétique analogique et les possibilités offertes par le numérique, qu'on retrouve d'ailleurs, j'avais comme été chercher plein d'images de l'enregistrement de la trame sonore de Stranger Things, parce que justement, on a vraiment cette opposition entre l'analogique et tout ce qui touche le numérique, qui finalement est une technologie qui repose sur la reproduction, et donc l'échantillonnage vient s'inscrire ici. Au-delà des pièces connues, Stranger Things met de l'avant une bande sonore qui tisse des liens étroits avec de nombreux films d'horreur et de science-fiction datant des années 80. Je suis sûr que j'apprends rien à personne ici. L'obsession de la série pour cette époque se répercute résolument dans ces ambiances sonores qu'elle met de l'avant, mais ces ambiances se revendiquent, elles, visiblement du synthwave, ce courant musical qui s'inspire de la culture des années 80 et plus précisément des trames sonores de films, de jeux vidéo, de bandes dessinées de l'époque. Comme le remarque Molly Lambert, la trame sonore de Stranger Things est composée par le groupe Survive, qui met de l'avant des synthétiseurs analogues et des sonorités qui sont définitivement anthologiques. Elle l'indique, et je la cite, « Inspiré par les débuts de la musique électronique et par des artistes tels Giorgio Moroder, Vangelis, John Carpenter et bien sûr Tangerine Dream, le synthwave est une reprise postmoderne des années 80. Stranger Things est, selon elle, une émission synthwave, et tout comme ses autres aspects, la trame sonore se compose de citations. Dans la perspective ouverte par l'argumentaire de Reynolds, il est effectivement aisé d'affirmer que Stranger Things est à la fois une émission synthwave et, à l'instar de ce genre musical rétro-futuriste, que Stranger Things incarne avant tout une reprise postmoderne des années 80 qui est composée de citations et de pastiches. Entre les clins d'œil à Nightmares on Elm Street, Firestarter, tout ce qu'on veut sur le plan sonore mais aussi visuel, la musique originale de la série demeure profondément anthologique, ou, dans les mots de Grafton Tanner, Stranger Things incarne la preuve que la société numérique contemporaine demeure hantée par le passé analogique. Ces obsessions prennent forme dans la culture occidentale post-récession sous la forme de musique lo-fi, de rétro-futurisme, ainsi que par la fétichisation des objets de technologies médiatiques datées. Oui. Tout comme le synthwave qui met les influences musicales des années 80 à la portée des générations d'aujourd'hui, la anthologie présente dans Stranger Things se manifeste à travers cette fétichisation des objets technologiques datés. À cet effet, il demeure intéressant de noter que les segments démographiques qui sont visés par Netflix vont au-delà de la génération qui a grandi dans les années 80. J'étais moi-même surpris en faisant un peu de recherche de constater que les 18 à 29 ans semblent être plus nombreux à avoir visionné l'ensemble de la série que la génération des gens qui ont grandi dans les années 80. Le culte des années 80 ne vise donc pas uniquement ceux pouvant être nostalgiques pour leur propre passé. Il se dégage de la série une forme d'anthologie qui témoigne d'une nostalgie technologique pour un passé qui va au-delà du vécu réel pour beaucoup de spectateurs. Ça rejoint à nouveau les propos de Reynolds, qui, dans son chapitre sur l'anthologie, note qu'il y a un culte important parmi les jeunes pour les médias morts et les dispositifs démodés. Bien que ce culte ne s'étende pas souvent au-delà de l'exposition. C'est pas vraiment qu'on utilise les objets, c'est plutôt qu'on va les exposer. Cette fascination pour la technologie désuète semble liée à la nostalgie pour la culture pop des années 80, dont on se souvient à peine. En pensant à la fascination contemporaine pour les photos et les vidéos numériques qu'on dote de filtres pour donner des esthétiques rétro, Hipstamatic, 8 mm, tous ces applis qu'on peut mettre sur nos téléphones, on ne peut que noter la présence dans Stranger Things des technologies analogues qu'on émule aujourd'hui de façon numérique. Les photos de Jonathan Byers, la vidéo VHS, la machine de Bob dans la deuxième saison. Même le coffret DVD de la série est vendu dans un emballage qui émule celui d'un format VHS. J'avais trouvé ça assez rigolo. Donc, l'obsession anthologique offerte par Stranger Things touche aussi plusieurs autres technologies datées. On peut penser à Mike, qui vante l'énorme télévision 22 pouces qui orne son salon.
On peut passer à Hopper qui se rend à la bibliothèque municipale pour faire une recherche dans un catalogue sur fiche. J'ai eu peur. C'est vraiment une émission d'horreur. Au décor du... on a le décor du Radio Shack dans lequel travaille Bob dans la 2e saison. Et évidemment, on a la présence de nombreux téléphones rotatifs qui sont présents d'un épisode à l'autre. D'ailleurs, on a Joyce, là, lorsque son téléphone est grillé, elle s'en procure un autre au magasin où elle travaille. Vous voyez ça en haut, là. Alors, on assiste alors au déballage du nouveau téléphone dans une scène qui ne pourrait avoir lieu que dans une perspective anthologique. Contrairement à ce qui serait déroulé dans une émission ou un film de l'époque, les plans ici s'attardent sur le déboîtement du nouvel appareil comme un unboxing, là, comme on fait avec des produits aujourd'hui. On a son installation et finalement, dans une touche vraiment humoristique, on a le fil qui n'est pas assez long. Alors, cette insistance sur les téléphones fait écho à une obsession anthologique pour les téléphones rotatifs à l'ère des téléphones intelligents. Je suis sûr que plusieurs gens ici ont une sonnerie rétro sur leur téléphone. Moi, j'en ai à peu près 8 différents. Tu sais, parce que on a bon, je ne me rentrerai pas là-dedans parce que j'achève. On a même les combinés là, qu'on peut brancher dans nos téléphones d'aujourd'hui. Et ce qui me fascine, c'est que mes enfants savent s'en servir. Ils savaient c'était quoi quand on l'a sorti. Alors bref, voilà. En somme, je vais conclure. Que ce soit par son insistance extrême sur les objets et technologies des années 80 ou son utilisation d'une musique conjuguée en nostalgie et rétromanie, Stranger Things semble représenter le paroxysme de l'obsession culturelle pour un passé à la fois rapproché et irrécupérable. Dans sa critique de la série, Tanner y voit, là je vais citer en anglais, je n'ai pas le choix, « The point at which 1980s pop nostalgia jumped the shark ». Je pense que c'est quand même intéressant comme analogie. Un peu comme la musique synthwave, qui renvoie à une époque où elle n'aurait jamais pu exister. La série est marquée avant tout par une esthétique anthologique, pour la simple et bonne raison que c'est absolument pas une série qui aurait pu être faite dans les années 80. C'est une série sur les années 80. Et je terminerai ici en citant un article du journal satirique The Onion, qui date de 1917, oui, c'est pas rien. Et dans cet article, on nous apprenait qu'on risquait d'être en rupture de stock du passé. Je trouve ça vraiment cool, puisque les niveaux de consommation rétro ne sont soi-disant plus soutenables selon le US Department of Retro. Alors, force est de constater qu'il en reste peut-être un peu plus que prévu. Voilà, merci.